Starter sur Indestar. Indestar et Starter jusqu'à 21h les copains et les copines du lundi soir. Avec Virginie, nous allons ce soir s'instruire en vous racontant quelques petites définitions automobiles ou moto d'ailleurs, quelques définitions mécaniques, de confort, de sécurité, de voitures de l'avenir. Tout cela en essayant de vulgariser le plus possible. On va commencer par des définitions mécaniques et je me suis concentré en fait sur les pièces à changer que nos mécanos nous annoncent la plupart du temps quand on va chez le garage, comme par exemple cette foutue courroie de distrib qui coûte toujours une blinde à changer alors qu'en fait une courroie, enfin la courroie en elle-même elle coûte 30 balles. Donc ce qui coûte cher c'est bien évidemment la main d'œuvre parce que en fait on est obligé de démonter la moitié de la voiture pour la changer. Ah ouais quand même. Bah ouais, mais parce que c'est une pièce maîtresse. Alors là on peut dire que c'est un complot des constructeurs qui nous font payer, mais c'est parce qu'elle est au centre du moteur, enfin pas au centre exactement, mais elle est quand même bien dans le moteur, un endroit stratégique, et en fait c'est elle qui synchronise tous les mouvements du moteur. Donc s'il n'y a plus de synchro, les soupapes et les pistons vont s'emballer. Donc elle, son rôle, c'est de mettre tous ensemble. Sinon, c'est le bordel, clairement. Donc c'est Tchernobyl, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elle casse. Et c'est méga important de la changer. Donc si le garagiste vous dit il faut changer la courroie de distribution, faites-le parce que sinon, bonjour les dégâts. Faut juste être sûr par contre que votre voiture a une courroie de distribution et pas une chaîne. Ah oui. Parce que tu as des voitures, alors quelques anciennes plutôt, mais t'en as quelques récentes aussi qui ont une chaîne, donc normalement la chaîne ça casse pas, sauf que la majorité des voitures sont en courroie de distribution parce que ça coûte moins cher à produire. C'est Ford, non Ford le fait en chaîne, ouais. Qui fait que de la chaîne. Sur certains modèles, ouais. Ah, sur certains. Ah, je crois, ouais, sur certains, pas sur tous. Ah oui, non, clairement. Mais non, parce que ça coûte moins cher une courroie de distrib. Ça fait non, ça fait moins de bruit. Et puis forcément ça donne le smile au garagiste quand tu dois la changer. Donc voilà. Un autre truc qui donne le sourire à ton mécano, c'est les problèmes d'injection. Alors avant t'avais un carburateur qui s'occupait du mélange air-essence qui alimente ton moteur. C'est un petit peu la nourriture, il a besoin d'un certain dosage. Donc perso j'adore les carburateurs, c'est plus brutal, ça fait un meilleur bruit, tout ça. Sauf que ça a quand même tendance à s'encrasser. Il y a des résidus d'essence qui peuvent se bloquer dedans. La voiture a sautille de temps en temps et t'es obligé d'utiliser un starter. Bon ça c'est pas un problème parce qu'on adore les starters sur Indestar. Mais depuis une trentaine d'années on est passé sur de l'injection. C'est-à-dire qu'en fait on va injecter directement la quantité d'air essence soupape par soupape dans le moteur. Donc globalement c'est plus stable, c'est plus linéaire, on fait des économies d'essence aussi et ça s'encrasse moins, sauf que ça peut quand même s'encrasser et tout est géré électroniquement. Et là vous voyez directement la galère quand il y a un injecteur qui foire parce que c'est de l'électronique. Donc si en plus on a mis la puce électronique sur l'injecteur, ça veut dire qu'il faut changer le tout et ça te coûte une blinde et en plus ça te laisse au bord de la route. Ah oui, t'as pas que l'alerte électronique qui te dit qu'il faut tout changer. Non, c'est-à-dire que vraiment la voiture s'arrête et ça te laisse au bord de la route et tu t'en tires pour 1000 balles. C'est un gouffre quand même. Chez Volkswagen en plus ils ont eu le mauvais goût par un moment de mettre justement ces puces là non pas en calculateur en amont du moteur mais sur chaque injecteur. Donc ce qu'on appelle les injecteurs pompes. Et à chaque fois, ça te coûte 1100, 1200 balles quoi. À chaque fois que tu veux changer un injecteur. Donc on est loin du budget pour nettoyer ton carburateur pour le coup. Autre panne, c'est celle du turbo si vous en avez un. Alors le turbo, ça va augmenter en fait pendant un temps l'oxygène du moteur, l'apport d'air, ce qui va apporter un petit peu de niaque. Et ça fonctionne grâce à une turbine. Je vais y arriver ce soir. C'est un peu le barrage hydraulique, tu vois le truc. Sauf qu'une panne de turbo, heureusement ça arrive pas tous les jours, mais quand ça arrive, ça te coûte cher. Voilà, donc ça fait partie des pannes assez courantes. Une panne qui m'est d'ailleurs arrivée il n'y a pas qu'à moi, c'est celle de l'alternateur qui a remplacé la dynamo alors à partir des années 60 à peu près sur nos voitures. Et qui prend en charge tout le système électrique. Donc en fait c'est lui qui va faire que tu aies du chauffage, que tu aies de la musique, que tu aies des phares. C'est lui aussi qui recharge la batterie pour qu'on puisse après démarrer la voiture. Donc autant te dire que si t'as pas d'alternateur, si l'alternateur fonctionne plus et que la batterie doit tout alimenter, on tient pas longtemps. C'est un peu comme la batterie de notre téléphone. Si on lance toutes les applis, à la fin de la journée il n'y a plus de batterie. Alors là vous allez me dire, oui mais qui alimente l'alternateur? Bah oui. Si vous parlez bien français. C'est la rotation du moteur. En fait, le moteur tourne. Entre les deux, donc on met une courroie, c'est ce qu'on appelle la courroie d'accessoire, qui va faire tourner l'alternateur et qui va produire de l'électricité comme une mini centrale électrique. En fait, il y a deux courroies sur une voiture. Ouais, t'as la courroie de distribution qui lui synchronise tous les éléments du moteur, et t'as la courroie d'accessoire
qui lui va alimenter en fait tous les accessoires de la voiture et va par là même recharger la batterie pour qu'elle soit pleine pour pouvoir notamment démarrer le moteur à l'allumage. Ok. Voilà. On voyait ça, alors c'était pas un alternateur, c'était une dynamo, hein, mais sur les vélos à l'époque, je sais pas si tu te rappelles Virginie, mais on mettait la dynamo sur la roue. Exact. Alors c'est bien parce que l'image est vraiment, si vous avez connu ça, c'est qu'on peinait plus à pédaler quand on avait la dynamo parce que ça prenait un peu d'énergie. C'est pour ça qu'après on a distingué la puissance DIN et puis la puissance SAE qui était la puissance en sortie sans l'alternateur et puis avec l'alternateur. Parce qu'aujourd'hui on a tellement d'équipements qu'en fait ces équipements ils pompent un peu de puissance au moteur. C'est comme la dynamo sur le vélo, on galérait à pédaler parce que on devait faire tourner le petit capuchon là sur le vélo, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, un petit bouchon. Tu mettais alors c'était pas un bouchon, c'est en fait tu mettais une petite roue qui frottait sur la roue. Et plus tu pédalais vite, plus t'avais de la lumière. Par contre, quand t'étais à l'arrêt, t'avais pas de lumière. Hein, ah ouais, non, mais en ville, c'était un petit peu dangereux. Enfin, 2 pannes des voitures modernes qui sont liées aux efforts qu'on fait en termes d'antipollution. C'est d'abord la vanne EGR qui a pour rôle de rediriger les particules qui n'ont pas été brûlées une première fois pour passer une deuxième fois dans l'injection. Donc c'est en gros, il reste un morceau, on va se le repasser dans la broyeuse et puis comme ça il restera plus de résidus. Donc c'est plutôt ingénieux en fait comme système parce que ça permet de faire des économies de carburant et puis surtout moins de pollution. Mais par contre ça a tendance à s'encrasser, donc quand ça s'encrasse faut s'en occuper, il faut le changer, ça coûte cher. C'est un truc qui tombe souvent en panne, ça, non, la vanne EGR? Alors, souvent, c'est pas le mot, mais c'est vrai qu'on en entend quand même parler parce que, au bout de 100 000 km, des fois, la vanne EGR, faut la changer, quoi. Ça coûte genre, c'est une toute petite pièce? Ouais, ça coûte dans les 700 balles, un truc comme ça, sur peut-être, alors ça dépend moyenne. Comment c'est accessible, hein. C'est comme la Cora Distrib, mais 700 balles, ouais. Et puis sinon, il y a le FAP, donc le filtre à particules sur les moteurs diesel, qui est en fait dans le pot d'échappement et qui va choper au passage le plus de particules néfastes pour empêcher que ça atterrisse dans les nez du cycliste qui est à l'arrière du véhicule. Sauf qu'un filtre, c'est comme tout, ça se change, donc carte bleue. Ah, je l'ai fait ça. Tu sais, quand tu recharges ton système de clim, tout ça, tu dis tiens, vous faites le truc avec les filtres, là, l'histoire des filtres. Ouais. Alors en principe, quand tu fais les filtres, c'est plus filtre à air, filtre à huile. Que le filtre à particules, mais cela dit il faut le faire au bout d'un moment parce que ça finit par s'encrasser, hein. C'est vraiment dans la ligne de pot d'échappement pour le coup. C'est dans les 300 balles aussi ça. Ouais c'est possible. Ouais, c'est pas mal. Tu avais quelques accessoires, définitions d'accessoires de confort, Virginie. Alors moi je serais pas aussi douée que toi, Théo, parce que tu vis le truc, tu vois. Moi je suis une fille, donc je vais être très vocabulaire. En fait, moi je vais vous parler de l'équipement de confort. Il y a un truc dont j'adore me servir en fait au quotidien, c'est le régulateur. Parce que j'ai tendance quand même à avoir le pied assez lourd sur la pédale. Avec les radars modernes, effectivement, le coup du régulateur de vitesse ou du limitateur de vitesse aussi, tu vas en parler, mais ça devient de plus en plus utile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est un confort et ça permet effectivement de bien respecter le kilométrage qui est imposé au final, puis après tu peux, pourquoi pas, tu redonnes un coup de pédale, un coup de gaz, allez hop. Oui, parce qu'en fait tu peux le déconnecter, alors soit avec les commandes au volant, soit si tu appuies à fond sur la pédale d'accélérateur, ça te le déconnecte par mesure de sécurité pour doubler par exemple. Donc moi je l'utilise surtout sur les grands axes, jamais en ville. En ville, j'utilise jamais tu sais, t'as un système, ça s'appelle le limitateur. Oui. Le limitateur de vitesse. Je sais pas si beaucoup de personnes se servent de alors limitateur. En ville, il est utile. Moi, alors moi actuellement j'ai plus de limitateur ni de régulateur de vitesse, mais à l'époque j'avais une Clio 2 et j'avais les deux et c'est vrai qu'en ville tu mets le limitateur parce que pour pas dépasser tu mets une certaine vitesse, 50 km/h en ville et ça t'arrête en fait à 50 km/h sauf si encore une fois t'appuies à fond sur la pédale, mais c'est plutôt pratique parce que ça te met une limite, mais en ville t'as vachement de variations de vitesse, donc le régulateur il est pas utile. Par contre le limitateur est pas mal. Et le régulateur sur autoroute par exemple c'est assez génial. Tu mets le régulateur sur autoroute et puis ça va tout seul, ça t'empêche de dépasser la vitesse. Par contre faut faire attention à pas s'endormir. Parce que c'est comme toutes les aides, t'es calé dans ton siège, t'as plus de bruit, tu mais le régulateur, ça va tout seul, t'as pas besoin d'appuyer sur la pédale. C'est vrai qu'on a tendance à s'ennuyer en fait sur autoroute. Quand tu roules avec déjà un régulateur. De base, l'autoroute c'est tout droit et t'as tendance à t'ennuyer. Et si en plus tu fais rien, ça peut être risqué.
Ma fille me le disait, tu vois, samedi on a pris la voiture, on a fait un tour d'autoroute parce que voilà, de temps en temps je la décrasse un peu ma Golf, je me dis, tu fais des tours d'autoroute le week-end, bah, c'est sympa. Non, c'était pour aller faire du shopping, tu vois. Et elle me dit pourquoi on prend l'autoroute, je dis parce que j'ai besoin de la décrasser la voiture, je roule à 80 en moyenne si tu veux la semaine, donc j'ai besoin de... C'est un diesel en plus. Ouais, ça a tendance à... Enfin, les diesels aiment bien rouler et donc être décrassés. Puis j'aime bien y aller quoi. T'aimes bien rouler à 230 à 230. J'avais pas vu le 2, je croyais que c'était 100 sur le compteur. SF taxi. De quoi je pourrais te parler sinon de l'ABS. Ouais. Qu'est-ce que l'ABS j'en parle moi de l'ABS, mais dans la sécurité, mais vas-y. T'en parles dans la sécurité toi mais vas-y, je t'en prie. Ouais, tu vois, j'avais du vocabulaire, alors attends, je vais en prendre un autre si t'en parles. L'ESP, t'en parles de l'ESP aussi, ouais. Mince. Dans la sécurité. C'est Jojo qui avait préparé toutes ces définitions. Mais vas-y, je t'en prie, on peut parler de l'ABS et de l'ESP. D'accord. Alors qu'est-ce que l'ABS ? Anti-blocage système ? Ouais. Anti-blocage de sécurité ou ABS. Ok, et ça permet... Et c'est apparu la première fois sur la Ford Scorpio, tu sais, ce gros veau là. Oui, Scorpion. Ouais, Scorpio. De 85. Oui, c'est vrai que c'est un gros veau, grosse berline américaine. Et c'était quoi en fait le but ? C'est d'éviter le blocage de tes roues. Lorsque tu freines. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vais pas dire c'est pour les gros nazes qui savent pas freiner, parce que clairement on l'utilise tous aujourd'hui et c'est obligatoire depuis 2000 ans en France. Mais l'idée elle est là, c'est-à-dire que quand tu freines trop en voiture et que t'as pas d'ABS, les freins vont bloquer les roues et tu vas glisser. Donc l'ABS il est là pour réguler ce freinage, t'empêcher de glisser. Donc en fait tu peux appuyer aujourd'hui sur une voiture moderne équipée de l'ABS à fond sur ta pédale de freinage et ça va en fait freiner à coup. En évitant le blocage des roues. Donc ça permet d'optimiser la distance de freinage. Et ça marche plutôt très bien. Alors ça s'est amélioré au fil du temps. Ça marche très bien sauf sur la neige par contre. Sous la pluie ça marche bien. Sous la pluie ça marche très bien. Ça sur la neige j'ai jamais essayé. Planning. La neige il a du mal parce qu'il comprend pas pourquoi les roues n'adhèrent pas du tout. En fait donc t'as moins de mal en fait sans ABS sur la neige. Tu peux globalement mieux freiner qu'avec l'ABS. Et si on fait de manière globale, si tu sais maîtriser ta voiture et que tu n'as pas d'ABS, tu peux freiner aussi efficacement sans ABS qu'avec ABS. C'est juste que l'ABS, ça t'optimise les choses pour te dire, bah non, freine pas comme un taré parce que ça sert à rien, tu vas glisser et tu vas finir dans la voiture d'en face, quoi. Ça c'est pour les gens en fait qui appuient trop sécos en gros sur la pédale de frein. Mais c'est un réflexe humain après, c'est-à-dire que quand tu as un obstacle en face, t'as tendance à appuyer à fond sur la pédale. Vrai. Donc voilà, mais après ça se maîtrise, hein, le fait d'appuyer suffisamment pour freiner efficacement, mais pas trop pour non plus glisser. Voilà, ça s'apprend, mais l'ABS corrige ce défaut humain qu'on peut avoir. Ok. Alors on peut enchaîner sur la sécurité ou t'en avais Non, j'avais l'ABS, après c'est l'ESP, après j'ai piqué tes defs et après j'aime bien écouter tes mes définitions, comme ça je vais voir si les miennes elles sont bonnes. Alors sur la sécurité justement, j'ai commencé par distinguer la sécurité active de la sécurité passive. Donc en fait l'active c'est tout ce qui va être en amont d'un accident. Par exemple, la tenue de route de la voiture, la qualité du freinage, les pneus, toutes les aides électroniques, dont l'ABS, qui t'aide maintenant à conduire, même si t'es une grosse quiche. Par exemple, on peut parler aussi, tu voulais en parler de l'ESP, qui veut dire Electronic Stability Program, qui est obligatoire aussi depuis 2014 et qui lui évite en fait les dérapages dans les virages. Parce qu'il va agir sur les freins et sur le couple du moteur. Donc t'imagines que t'es dans un rond-point, que tu veux le prendre en drift. J'adore faire ça. Avec un ESP tu peux pas, parce que en fait l'arrière, au moment où il va vouloir déraper, la voiture va le sentir et va ralentir pour maintenir la trajectoire, qui est quand même un ange gardien, faut pas se le cacher quand la route est glissante, et qui a le bon goût sur la majorité des voitures d'être déconnectable. Donc si tu veux t'amuser tu peux, mais l'ESP est là quand on a besoin. Voilà, donc ça évite pas mal d'accidents quand même. Ça fonctionne comment ça ? Il y a des capteurs. Des capteurs qui sont sur les roues et qui vont voir dès que la roue va vouloir déraper, ça va agir sur le système de freinage, sur le couple du moteur, etc. Et ça te régule direct ta façon, la trajectoire de ta voiture en fait elle est régulée grâce au capteur. Alors en fait c'est pas ta trajectoire, même si ça contrôle la trajectoire, c'est comme ça que c'est dit, mais c'est surtout que ça va te maintenir dans la trajectoire que tu as voulu avoir initialement. Alors que si par exemple ton arrière se met en drift, bah ta trajectoire elle va être différente quoi. Donc là ça te maintient dans la trajectoire que tu as voulu définir à la base.
Bon, tout ça c'est bien, sauf que des fois, t'as quand même un accident, parce que par exemple, tu regardes ton smartphone en conduisant, oh, c'est pas bien. Et là, c'est là qu'intervient la sécurité passive, qui a d'ailleurs beaucoup progressé ces 30 dernières années avec les crash tests obligatoires, les fameux Euro NCAP, vous avez sûrement entendu parler. Ils mettent des mannequins et puis ils envoient des voitures toutes neuves contre les murs. Les salauds. Ouais, salauds. Mais en même temps, c'est pour notre sécurité. Donc à la fin, moins les mannequins sont abîmés, mieux la voiture est notée. Ce qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la déformation de la voiture, qui, elle, en fait, est plutôt bénéfique. Parce que ça joue le rôle d'amortissement lors d'un choc. Donc c'est un choc mais en douceur, ou presque on va dire. Et c'est pour ça que nos voitures sont plus lourdes depuis 30 ans. Parce qu'on y met des renforts un peu partout. Et puis on y met aussi des zones de déformation. Donc on va rehausser aussi le bas des vitres, la fameuse hauteur de caisse. On allonge les capots, même si c'est un moteur minuscule à l'intérieur. C'est en fait pour la sécurité. Mais voilà, ça influe vraiment sur le design des voitures. On se dit pourquoi ils ont fait ça comme ça. C'est parce que aussi il y a toutes ces zones de déformation. Et petite anecdote, quand j'ai passé le code de la route, ça remonte maintenant, mais il y avait une question un peu piège à un moment donné. C'était vous avez un tank et une collision entre un tank et une voiture, qui souffre le plus? Donc évidemment, la première réponse que t'as, c'est le mec qui est dans la voiture, quoi. Il morfle, il se fait écraser par le tank. Et la réponse était non, c'est le mec qui est dans le tank, parce que dans le tank, en fait, t'as pas de zone de déformation. Le tank, il prend le choc pleine face, tu vois. Alors que ta voiture, elle va encaisser le choc justement avec ses zones de déformation. Donc potentiellement, dans la voiture, tu souffres moins. Mais bon, je suis quand même un peu sceptique sur le coup, parce que je me dis, si la voiture elle est complètement écrasée, le mec dans le tank, certes il a senti quelque chose passer, mais ça a pas dû lui faire si mal que ça. Bref, j'avais perdu un point là-dessus. T'as pas regardé la grande vadrouille? C'est quand il dit attention, on va manœuvrer. Ah oui, j'ai fait vu du rail. Ah non, ça c'est dans autre chose. On va manœuvrer. Un élément de sécurité actif qui est obligatoire depuis 1973 à l'avant et puis depuis 92 à l'arrière, c'est les ceintures de sécurité. Alors c'est tout bête comme principe, même si ça s'est perfectionné là aussi au fil du temps, mais ça évite d'être projeté en dehors de la voiture et c'est plutôt pratique. Et globalement ça sauve des vies, sauf cas exceptionnel, mais voilà. C'est pas mal comme élément de sécurité, sauf quand ça t'embête parce que tu veux rentrer dans ta cour et que ça t'oblige à la mettre. Et puis autre élément plus récent, c'est les fameux oreillers, enfin les airbags quoi. Maintenant on en a partout, on en a devant, sur le côté, au-dessus de la tête, etc. L'idée c'est de mettre un capteur qui, dès qu'il reçoit un choc, actionne l'explosion d'une bouteille de gaz pour gonfler un coussin d'air qui va venir au contact pour éviter de se manger le tableau de bord. Donc tout ça se passe en quelques dixièmes de secondes. Par contre, avec un airbag passager, voilà, ne faites surtout pas le coup du je mets les pieds sur le tableau de bord, parce que déjà avant c'était une connerie, mais là s'il y a un accident, ça vous plie en deux direct avec l'airbag, prêt à ranger dans la valise, dans le coffre, mais non, c'est pas bon quoi. Et vous pouvez le déconnecter, donc cet airbag, si vous mettez notamment un siège bébé à l'avant, il y a toujours un petit bouton ou une clé à tourner pour mettre en position off, donc pensez-y, parce que là c'est pareil, ça pourrait faire du mal. Ce que je vous propose, c'est de terminer par les nouvelles énergies, moteur électrique à hydrogène et compagnie. Et vous avez peut-être entendu parler du cycle WLTP, qui est la nouvelle façon de mesurer l'autonomie d'une voiture électrique. Donc quand on te dit en norme WLTP, ta voiture est capable de faire 500 km, c'est que potentiellement avec une recharge tu vas pouvoir faire 500 km. Parce qu'en fait avant on avait une autre norme qui était le NEDC, mais qui était complètement dépassée, parce qu'en fait on mesurait avec un 0 à 50 km/h en 26 secondes. C'est extrêmement lent. Mais attends, tu retrouves ces normes-ci dans quoi Alors à chaque fois, un contrôle technique ou non, quand tu achètes la voiture. En fait, avant t'avais, avant et encore maintenant, sur l'autonomie de la voiture, on te dit ta voiture avec un réservoir de 50 litres et avec du samplon 98, tu es capable de faire 600 km. C'est à peu près ce que tu vas retrouver en réalité. Et donc t'avais la même chose pour un moteur électrique, sauf que en norme NEDC qui était employée depuis 1900. Voilà, la première voiture électrique en 1900, forcément de nos jours ça avait plus aucun intérêt, parce qu'on t'a annoncé une autonomie de 800 km alors qu'en vrai à 500 t'avais plus de batterie quoi. Donc là avec le cycle WLTP on fait le 0 à 50 en 14 secondes, ce qui est déjà mieux, même si c'est quand même vachement pépère, parce qu'en vrai tu vas faire ton 0 à 100 en moins de 10 secondes. Mais là si t'annonces 600 km d'autonomie, tu te dis que si t'en fais 500 t'es pas trop chafouin quoi, tu sais à quoi t'attendre. Avec la grosse embrouille qu'il y a en ce moment sur les électriques, c'est un petit peu au niveau des bornes de recharge. Alors là c'est un peu le bordel, parce que
il y a différentes bornes de recharge et différentes capacités. Il y a les L1 qui sont en fait la prise de courant classique qui va se recharger hyper lentement. Tu vas mettre 12 heures à recharger ta voiture électrique. Tu as les L2 qui sont alors soit sur une borne en 240 volts que tu vas mettre dans ton jardin, ça tu peux le faire. Avec il faut faire passer l'électricien hein, mais ça se fait dans ton jardin genre parce qu'il faut que ce soit à l'extérieur de ton tu peux pas le mettre dedans, c'est pas autorisé. Par contre tu peux le mettre dans le jardin et puis c'est les bornes que tu vas retrouver un petit peu partout, enfin qui existent, qui sont d'ancienne génération ou qui coûtent pas très cher à produire. Tu vas retrouver vachement de bornes en 240 volts. Et puis il y a les BRCC, les bornes de recharge à courant continu qui là rechargent à au moins 400 volts et qui sont un peu l'avenir même si c'est plus cher. Alors Tesla l'a très bien compris puisque en fait tous les superchargeurs te rechargent 80% de ta voiture en 30 minutes, donc c'est déjà beaucoup mieux. Ouais bah oui, c'est mieux que les 12 heures hein, clairement. Et c'est ce qui fait un peu le succès de la marque parce que finalement tu te dis des superchargeurs Tesla, alors t'en as pas énormément en France mais il y en a quand même un peu. Et tu recharges ta voiture très facilement alors que le mec à côté il est un peu vénère parce que lui il est en 240 volts et il va mettre 5 heures à recharger la voiture. Genre une petite Zoé par exemple c'est 12 heures c'est 12 heures sur ta prise L1 et on va dire j'ai pas exactement mais on va dire au moins 3-4 heures sur une prise L2 quoi. Donc tu mets longtemps et c'est un petit peu ce qui fout le bordel, c'est que pour le moment tu sais c'est un peu comme à chaque nouvelle technologie. T'as différentes technos et personne n'arrive à s'accorder. Donc le mec arrive en Tesla, il a sa borne et il peut recharger super rapidement. Et toi t'arrives avec ta Zoé et tu peux pas utiliser la borne Tesla parce qu'elle est que pour les Tesla. Et tu galères et tu mets beaucoup plus de temps. Voilà. C'est vraiment dommage. Et puis si on avance un petit peu dans le temps, on a une des idées de future énergie qui est la pile à combustible avec par exemple le moteur à hydrogène. Alors là il y a un procédé chimique qui se crée, ça rejette que de l'eau, c'est assez génial, mais pour l'instant on ne maîtrise pas encore alors ni le stockage de l'hydrogène aux stations parce que ça a tendance à s'évaporer, ni le côté sécurité. Et puis en fait quand on essaye de faire une voiture à hydrogène, on te pond une Toyota Mirai. Alors je sais pas si ça te dit quelque chose la Toyota Mirai, mais elle est extrêmement moche, vous pouvez la voir à l'écran si vous êtes sur le podcast vidéo. Ils vont en faire une deuxième génération qui devrait être un petit peu mieux, mais pour le coup on se dit non j'achèterai jamais ça, voilà. Et puis ça c'est du électrique ça. Non c'est le truc avec l'eau. C'est de l'hydrogène, ouais, c'est la Toyota Mirai, elle fonctionne à l'hydrogène. Donc c'est un peu peut-être une des technologies du futur, sauf que pour l'instant on nous fait acheter de l'électrique et puis dans 10 ans on fera comme le coup du diesel, on dira oh là là là, mais non, les batteries c'est pas les recycler, ça pollue, on utilise l'énergie des centrales, faut arrêter, faut faire de l'hydrogène et on achètera de la Mirai. C'est ça. Voilà. En gros c'est ça. Je prédis l'avenir mais il se peut que ça se passe comme ça. On prendra une DeLorean. Ouais. Entre des pots de banane. Les pots de banane, ah oui, à partir de l'épisode 2, ouais, moi, ils faisaient déjà du recyclage à l'époque, c'était plutôt cool. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.